Je pense qu'on a été lâché. Voilà, bah, on va commencer. Donc, bonjour à vous toutes et tous en présentiel ou par visio. Donc, bienvenue à ce cycle de conférences intitulé Faire cohabiter patrimoine et environnement au musée. Avant de débuter, nous tenons à dire que nous reconnaissons que nous sommes réunis sur un territoire autochtone non cédé, habité depuis longtemps par différentes Premières Nations, qui est encore aujourd'hui un lieu de rencontre entre différents peuples autochtones et allochtones. Et nous saluons tout particulièrement les nations gardiennes des terres et des eaux qui forment aujourd'hui Montréal. Aujourd'hui, donc, cette première rencontre qui a pour thème à la fois culture et nature, donc, nous avons compris ce alors, depuis la Suisse, en travers, et puis, nous avons choisi à vous de participer. Nicolas Kramar. Donc, Nicolas Kramar est directeur du musée de la nature à Sion, en Suisse. Son parcours est caractérisé par une double culture qui allie les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Il est détenteur d'un master en sciences de la Terre de l'Université de Lausanne, d'un doctorat en géochimie de l'Université de Lausanne et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et aussi d'un master recherche en histoire, philosophie et didactique des sciences obtenu à Lyon et l'ENS Lyon. Depuis plus de 20 ans maintenant, Nicolas Kramar participe à de nombreuses activités de médiation scientifique et en tant qu'universitaire à des recherches en sciences de l'éducation. À ce titre, il est chercheur associé à l'Université de Genève et expert de recherche à la Haute École pédagogique du Valais. Depuis 2013, il est directeur du Musée de la Nature et dans ce contexte, il a développé divers projets liés à la thématique de l'Anthropocène. Le plus important de ces projets est l'exposition Objectif Terre, liée au thème de l'Anthropocène, qui a reçu en 2016 le prix de l'Académie suisse des sciences naturelles et a été la première exposition au monde sur ce thème produite par un musée d'histoire naturelle. Il est maintenant impliqué dans des collaborations internationales sur le thème de l'Anthropocène dans les musées d'histoire naturelle. Il est membre aussi du conseil d'administration ICOM-Matisse et depuis 2020, membre du comité pour la définition des musées, des perspectives et les potentiels, ICOM Define, qui a proposé la définition des musées votée à Prague en 2022. Nicolas Kramar, je vous cède la parole. Merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai une double formation à la fois en sciences de la Terre, je suis géologue. Alors je le dis parce que c'est important, je pense, de savoir d'où je parle et le point de vue spécifique que je peux avoir sur la question du nature, culture et de l'anthropocène. Donc effectivement, j'ai une formation en géologie parce que je pense, dès mon enfance, non seulement intéressé par les sciences naturelles, mais la question du temps, avec autant la géologie dans sa dimension fonctionnaliste, parce que c'est une science physique, on va dire, et ce que j'ai plutôt fait dans ma thèse, et aussi une science, clairement une science historique, où le géologue va chercher des traces dans le passé et aussi dans le présent, et aussi la didactique, parce que la didactique dans les sciences d'éducation, elle est un peu particulière, parce qu'elle a un rapport au savoir qui a une dimension clairement épistémologique, et comme j'ai toujours aimé la philo, je me suis trouvé bien dans cette discipline et effectivement, avec une didactique qui a même été conçue par un des grands didacticiens, Rousseau, qui était didacticien des mathématiques, comme une épistémologie expérimentale, un peu dans la lignée de Piaget, qui lui-même avait un peu ouvert la voie avec son épistémologie génétique. Donc ça, c'est juste pour mes présentations. Et puis, je pense que je vais démarrer directement avec ma présentation. Euh, voilà, vous avez l'image. C'est juste que je cache, voilà, ceci. C'est bon? Ok, très bien. Donc, je vais parler de la position du musée, peut-être plus aussi parfois du point de vue du musée de sciences naturelles quand même, parce que c'est celui dans lequel je travaille, avec des implications sur la collection et les autres projets, évidemment les expositions, tout cela au regard de l'Anthropocène. Alors, d'abord, une question fondamentale, c'est de nommer et essayer de rendre intelligible ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, pour l'illustrer, on peut par exemple se référer à ce fameux modèle des mythes planétaires qui a été développé avec une première présentation en 2009, où sont présentées, synthétisées 9 grandes thématiques environnementales, parmi lesquelles le changement climatique. Mais le changement climatique, vous voyez qu'il n'est pas seul, il y a d'autres thématiques environnementales. Et puis, cette représentation, elle a pour objectif un petit peu de fonctionner comme
un tableau de bord pour savoir où on en est sur ces questions environnementales d'une manière un peu large. Et on voit déjà qu'en 2009, quand bien même il y avait quand même deux limites qui n'avaient encore pas été estimées, évaluées, calculées, on avait déjà trois limites qui étaient largement dépassées. On est dans le rouge, le orange. Et puis ensuite, bah, même depuis 2009, ça s'est encore, détérioré, enfin, abîmé. En fait, c'est encore, la situation est encore bien pire. Donc on a une situation environnementale globale qui pose problème. Et du coup, il faut rendre intelligible ça parce que c'est quand même assez choquant. Donc, c'est un peu ce que je vais développer ici. Et c'est vrai qu'on cherche, on peut mentionner un certain nombre de concepts qui sont mobilisés pour parler des questions environnementales, parmi lesquels le plus souvent, celui qui est le plus souvent utilisé, c'est le changement climatique. On parle aussi de crise environnementale, on parle de changements globaux, on parle de chute de la biodiversité. Alors, je ne vais pas faire l'analyse de chacun de ces concepts, mais enfin, pour moi, ils sont tous un peu trop limités. En particulier le changement climatique, parce que le changement climatique, alors c'est extrêmement grave, hein, je ne nie pas du tout le changement climatique, la situation est terrible, mais ce n'est pas le seul problème. Et donc on a une vision un peu trop limitée sur ces questions-là. Et pour moi, d'un point de vue communicationnel, c'est même dangereux, parce qu'en même temps, on a des discours techno-utopistes qui laissent à penser qu'on pourrait régler le changement climatique, d'ailleurs par des solutions des géo-ingénieries qui sont d'ailleurs très dangereux, avec des conséquences, des externalités extrêmement dangereuses, au fait. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il y a le vent en poupe, hein. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis. La notion de crise environnementale, pour moi, elle n'est pas adaptée parce que ça ne dit pas bien ce qui est en train de se passer, parce que quand on utilise le terme crise, on suppose qu'on peut revenir à l'état précédent. Or, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas du tout ce qui est en jeu avec l'Anthropocène, hein, avec la situation actuelle. On peut parler de changements globaux, ça c'est déjà pas mal, parce que c'est plus que le changement climatique, ou on peut parler de la chute de la biodiversité, qui est d'ailleurs à l'instar du changement climatique, une thématique extrêmement préoccupante. Alors, de tous ces concepts, l'Anthropocène, pour moi, est celui qui a la plus grande portée heuristique, le plus intéressant, celui qui amène à développer le plus de choses, quand bien même il n'est pas du tout parfait. Et peut-être, évidemment, je ne vais pas le développer ici, ne serait-ce que d'un point de vue anthropologique, laisser penser que c'est comment dire, l'anthropos, l'homme en lui-même, qui est problématique, c'est nier le fait qu'il y a évidemment sur Terre une grande diversité de cultures et de sociétés et que toutes n'ont pas la même responsabilité. Mais cela dit, ceci dit, on peut quand même accepter que c'est peut-être le moins mauvais concept actuellement pour essayer de, encore une fois, de rendre intelligible et comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, à la base, et pour moi, c'est très important parce que j'ai un peu les pieds dans les sciences humaines et à la fois dans les sciences physiques. Et quand alors, on peut faire des critiques des deux côtés, mais je constate souvent que dans les sciences humaines, on oublie cette dimension géologique. Alors, c'est vrai, c'est au départ l'idée d'introduire dans l'échelle internationale, l'échelle des temps géologiques, une nouvelle époque qu'on appellerait Anthropocène et qui succéderait à l'Holocène. Cette proposition a été refusée par le comité en charge de définir cette échelle au mois de mars 2024, quand bien même le groupe de travail qui avait travaillé depuis 2008 était unanime, à part deux personnes qui l'avaient quitté, je crois, en tout cas un géographe américain, unanime pour le définir. Enfin, ça a été, du point de vue, on va dire, purement stratigraphique, refusé. Bon, alors je n'ai pas le temps, je ne vais pas faire mon commentaire de géologue. Personnellement, je trouve cette décision discutable, et il y a beaucoup de géologues qui la trouvent discutable, parce que si on s'amuse à appliquer un principe de symétrie comme ça a été défini en sociologie des sciences, c'est-à-dire qu'on adresse les arguments contre un concept, on se les adresse à soi-même. J'aimerais juste en évoquer deux. L'anthropocène, on dit souvent que c'est un concept qui est anthropocentré. Enfin, là, je ne comprends pas très bien à la base parce que finalement, on veut juste dire que définir une cause. Mais on peut poser la même question à l'Holocène. L'Holocène, en gros, c'est le néolithique ancien. Et c'est en gros la période où Homo sapiens a pu s'épanouir. Donc ça, je trouve quand même que cette remarque, on peut la faire également pour l'Holocène, qui est très anthropocentré et qui ne correspond pas à un changement environnemental radical, dans le fond. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on dit que l'Anthropocène est mal défini stratigraphiquement. Alors, l'Holocène, il faut savoir que ça a été défini, son Golden Spike, son clou doré, a été défini à plus de 1000 mètres dans la mer des glaces, de glace du Groenland.
sachant que bah, c'est probable que cette glace va fondre. Et puis même si elles ne font pas, un glacier, c'est un polycristallin qui va de toute façon connaître du fluage et le point, il va sortir assez rapidement. Donc, c'est pas un très très beau prototype. Bon, voilà, je ferme. C'était un commentaire de géologue. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de géologues qui ne sont pas du tout contents de cette décision et que voilà, c'est une question qui va se poursuivre. Cependant, l'Anthropocène est un concept qui a largement intégré de très nombreux domaines, en tout cas dans les universités en particulier, dans le monde de l'art et dans toutes les disciplines, y compris d'ailleurs dans les sciences naturelles. Donc c'est un concept qui maintenant est très présent, qui reste et qui reste pour ce qu'il est. Et surtout, s'il fallait en donner une définition, alors ce n'est pas une définition au sens d'un dictionnaire ici, mais en tout cas un sens, une définition qui fait relativement consensus, on peut dire que l'Anthropocène, ce sont les changements environnementaux que nous sommes en train de vivre, et ceux-ci sont significatifs au regard de l'histoire de la Terre et qui sont liés à une espèce vivante particulière Homo sapiens. Donc en disant cela, on voit que l'Anthropocène, intrinsèquement, garde une dimension géologique parce que ce sont bien des changements environnementaux, mais ceux-ci sont significatifs au regard de l'histoire de la Terre. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête et je vais un petit peu le développer maintenant. Ça va jusque-là? Vous m'entendez bien? Tout à fait. Alors, je dirais qu'à ce titre, sur la base de cette définition large, l'Anthropocène, pour moi, avant tout un signal. Hein, c'est un concept qui aide à penser, mais surtout un signal. Et ce signal, c'est de dire que quelque chose, alors excusez-moi de ce langage un peu de la rue, mais enfin, c'est quelque chose qui cloche dans notre rapport au monde. Ça veut dire que si Homo sapiens, en tout cas une partie de l'humanité, est arrivée à ce résultat qui est quand même dramatique, au sens premier vrai du terme, c'est que quelque chose ne va pas du tout dans notre rapport au monde. Donc, c'est intéressant d'analyser ce rapport au monde. On peut le faire selon deux grandes perspectives classiques, spatiale et temporelle. Si je commencerai par la perspective temporelle. En gros, l'Anthropocène, c'est un peu le choc des temps. C'est-à-dire que notre présent, tout d'un coup, est dramatisé parce qu'il prend une dimension géologique. C'est ce qui a été représenté, entre autres, dans cette œuvre d'art de l'artiste genevoise Marie Belardi, qu'elle a intitulée Désorienteur temporel, où elle a représenté des temporalités. On retrouve la temporalité géologique ici, avec Cénozoïque, etc., avec différentes temporalités qu'elle a croisées dans son travail, parce que l'Anthropocène, tout d'un coup, c'est ce moment central où notre temps, où quelles que soient les cultures et comment dire, leur calendrier, croisent le temps géologique. Et ça, c'est assez choquant parce que ça ne correspond pas tellement, alors si je prends une perspective un peu plus didactique, ça ne correspond pas tellement aux conceptions, aux représentations que l'on a du temps. En fait, du temps, en particulier du temps géologique et de ce qui relève de la géologie, parce qu'en général, on a une représentation de tout ce qui relève de la géologie. J'ai mis montagnes escarpées, glaciers, moraines, fossiles, etc. Tout ça, c'est très très loin dans le passé. Et que finalement, il ne se passe plus grand-chose. Le schéma du haut, c'est peut-être une représentation extrême. On est plus proche de celle du bas, où la ligne rouge représenterait des événements. C'est comme si on avait une Terre qui évolue vers un état toujours plus stable. Et de temps en temps, il y a peut-être un tremblement de terre, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a des tremblements de terre et des volcans, mais enfin, ce substratum reste un substratum. Et donc, on se heurte à ce que des collègues français, en particulier Denise Orange, a appelé obstacle de l'état stable de la nature. Donc, on a une conception très, très forte d'un fond comme ça, substratum, qui fait que, évidemment, qui renforce cette idée que la situation que nous vivons, ce croisement des temps géologiques avec notre histoire, l'histoire civilisationnelle, eh bien, est dramatique et enfin, choquante. Alors, ce qui est intéressant aussi, et là je me réfère au travail, c'est son travail de thèse, ensuite publié au PUF d'Alexandre Fédéraud, qui a fait sa thèse sur une philosophie de l'Anthropocène, c'est que on peut voir que dans le développement de la science historique, de l'histoire, il y a eu d'abord deux grandes conceptions, façons d'articuler histoire naturelle et histoire civilisationnelle. Si on prend les prémices avec Leibniz au XVIIe, début XVIIIe siècle, en fait, si on simplifie, on a le monde naturel comme un décor de cinéma. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis ensuite, avec Fernand Braudel au XXe siècle, il y a quand même l'idée d'essayer de faire des liens, mais on reste quand même dans des histoires qui sont comme des poupées russes, imbriquées les unes dans les autres. Et puis désormais, avec le constat anthropocène,
Alors certains historiens, à la tête de ceux-ci, Dipesh Chakrabarty, propose qu'on a mais cette fois un enchevêtrement de ces temporalités, de ces deux types d'histoires, je ne dirais pas de ces temporalités, de ces deux types d'histoires, et que désormais, ça n'a plus de sens de les séparer. C'est d'ailleurs un point de vue très intéressant parce que Chakrabarty, peut-être que maintenant il est à la retraite, mais enfin, il était professeur à l'école à Chicago, donc une université très prestigieuse dans son domaine. Mais c'est un Indien et qui a travaillé, je crois, sur le postcolonial, ces choses-là. Donc on a une vision cette fois qui vient pas, d'ailleurs, cette vision, elle ne vient pas d'un monde occidental et c'est intéressant de le noter. Donc c'est vrai que l'Anthropocène comment dire, questionne profondément la manière qu'on a encore une fois de constituer, de concevoir notre relation à la nature au travers de notre perception de ce qu'est l'histoire. Alors une autre, si je reviens sur un plan un peu plus didactique, au fait, moi aussi c'est quand même culturel général, il faut dire que qu'en Occident, on a une vision du temps. La camarade, euh, 2 minutes, on essaie de régler un problème de son. On n'a pas tout entendu. oui, oui, pas de problème. Vous me dites quand je redémarre. Ça fait longtemps que vous ne m'entendez pas. Non, non, même pas. Oui. 30 secondes. Je peux reprendre, vous me dites, hein. C'est-à-dire, euh, J'attends, hein. Moi, euh, non, là on l'entend pas. Vous nous entendez? je vous entends, oui. Je vous entends. Mince. On redémarre. Ah, ça dépend. Vous essayez de parler? Oui, oui, je parle Non, constamment. toujours pas. Oui, et là, je parle, Vraiment je parle, désolé. je parle. Oh mince. Ouais, On, c'est. on va faire- C'est comme ça. Je suis désolée, c'est pas idéal pendant les salles. Embête. Donc, on pouvait faire le fort dans l'histoire. Dans le- Activer le plein écran. Ouais, sinon, tu as ton audio en bas, donc, le micro et tout ça, mais je pense que la sortie de Ah, son, elle peut être là. On y est là? tout petit. Quelque chose. On voit rien du tout. Micro sélectionné, haut-parleur, sortie intégrale. Ça peut aller vers la télé. C'est de votre côté, pas du mien. Non, on vous entend Si, toujours il y a pas. pas un truc là? Est-ce que vous avez parlé, Nicolas? Non, Non, toujours pas. non. Oh. Bon. Ah, c'est bon. Ah, vous m'entendez? Oui. Non? Oui? Oui? Ouais, Vous m'entendez? oula, Non? C'est trop fort. c'est presque pire. Ah bon? Et là? Ok. Ça fait mieux quand même. C'est quand même mieux, hein. Oui, c'est bon. On touche C'est pas. c'est bon? C'est bon. Ok, cool. Bravo. Vous avez été efficace. Donc, on peut dire que dans les mythes occidentaux un peu fondamentaux, en tout cas qui sont liés avec la modernité, il faut quand même constater qu'on a une représentation du temps en Occident qui est celui d'un temps sagittal, avec une historisation des événements et puis une idée de progrès. Ça, c'est une idée très très forte qui diffère, par exemple, en Asie. Ils n'ont pas du tout cette modalité, cette représentation du temps, qui est évidemment le temps cyclique. Et ce temps sagittal, cette représentation qu'on peut avoir du temps, elle fait obstacle à une remise en question des pratiques. C'est-à-dire que très concrètement, dès qu'on dit, bah, finalement, cette manière de procéder par rapport à, entre guillemets, la nature, elle pose problème, et de tout de suite, on se voit rétorquer, mais vous voulez revenir à la lampe à pétrole, ou, etc. Typiquement, c'est vraiment un corollaire de cette situation, parce que dans le fond aussi, ça contredit la notion de progrès. Donc ça empêche à la compréhension de cette situation. Puis une autre chose aussi qui a été mise en évidence par une géologue américaine qui s'appelle Marcia Björnrund, que je vous montrerai un petit bouquin qu'elle a écrit juste dans la slide suivante, c'est que souvent, quand on veut faire comprendre les temps géologiques, on va utiliser une analogie soit spatiale, soit temporelle. Donc à droite, vous avez l'échelle, vous avez une comparaison avec l'histoire de la Terre sur 24 heures, ou à gauche, vous avez une ligne du temps. Donc plus vous avancez, plus vous reculez dans le temps, par exemple. Le problème de ces représentations, donc évidemment, elles permettent de se rendre compte relativement où on en est, mais en fait, elles empêchent la compréhension de notre profond enracinement de l'histoire de la Terre. Parce que typiquement, si je prends la représentation de droite avec l'horloge, ben,
ben, l'homme, il apparaît quelques secondes avant, peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé, calculé ici, 30 secondes. Bon, il y a les premiers hominidés, mais je veux dire, la chrétienté, ce serait peut-être 20 secondes ou 15 secondes. Et ben dans ce cas-là, euh, ça place l'homme un peu, ça le pose sur la Terre au dernier moment. Et puis c'est comme si la Terre, elle était un gros truc qui est tellement grand et important qu'on peut drill, baby drill, hein. Je suis désolé, j'avais pas prévu de la dire celle-là, mais voilà, vous comprenez bien le rapport avec l'actualité, c'est que non, on peut prélever des ressources de manière infinie dans cette planète, puisque finalement, on n'a tellement rien là-dessus, enfin, on arrive juste à la fin. Donc voilà, donc ça c'est une perspective temporelle qui pose problème. Alors, un instant, j'arrive pas à avancer. Voilà. Donc juste, j'ai cité Marcia Björnrud, vous avez le livre à droite, elle a publié un bouquin qui s'appelle Timefulness. Alors évidemment, il y a une petite dimension un peu prosélytiste, hein, How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World. En tout cas, je suis assez d'accord avec elle. Je pense que c'est intéressant d'essayer de développer les représentations qu'on a du temps et d'intégrer différentes temporalités. Dans ce bouquin en particulier, elle propose une métaphore pour parler des temps géologiques en parlant de symphonie, parce que je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet de cette présentation. En géologie, la géologie, ce n'est pas que le temps long. Tout ne se compte pas en millions d'années, mais voilà, je ne vais pas présenter ici cette question. Alors, on peut prendre une perspective spatiale et faire référence à un très grand anthropologue avec un modèle connu même à l'international, qui est le modèle de Philippe Descola, dans son livre Par-delà nature et culture, et considérer que ce que met en évidence Philippe Descola, mais aussi d'autres penseurs, c'est que, on va dire que durant la modernité, mais surtout dans ses prémices, à la fin du Moyen Âge et surtout à la Renaissance, s'opère un changement de représentation, de cosmologie qui est vraiment très profond. Alors d'abord qui concerne une élite qui s'observe avec le développement des techniques d'arpentage, avec la mention par exemple de la perspective en histoire de l'art. On a un changement de perspective qui fait que en Occident naît un rapport à la nature. Donc ici vous avez le modèle de Descola avec quatre, c'est un modèle hein, scientifique, hein, on peut évidemment le discuter, mais il y a quatre manières d'être au monde, totémiste, analogisme, animisme ou naturalisme. Et au fait, en Occident, durant cette période, alors ça va se développer après durant cette modernité au sens large, va commencer en Occident apparaître un nouveau rapport au monde qui va considérer qu'on a une ressemblance au niveau de la physicalité avec ce qui nous entoure, il y a un continuum, mais qu'en revanche, au niveau de l'intériorité, de ce qui fait notre être, nous sommes absolument uniques et distants. Donc ce modèle, il est très intéressant parce que finalement, il est au fondement d'énormément de mythes et valeurs de la modernité et également explique grand nombre de dichotomies. Et la première d'entre elles, c'est la grande dichotomie nature-culture. Alors, je simplifie à l'extrême, mais cette dichotomie nature-culture, on a une nature qui est une extérieure, qui d'ailleurs souvent est peut parfois, pardon, être conçue comme une machine. Et donc même, d'ailleurs, le projet de la science au XVIIe siècle, c'est d'aller comprendre les lois universelles qui font fonctionner cette nature. Et puis de l'autre côté, la culture, c'est la liberté et in fine, même l'idée même éventuellement de pouvoir maîtriser le monde. Alors ici, j'ai une représentation d'une plaque de chocolat d'une entreprise allemande du 19e siècle, je crois. Et en fait, c'est écrit en bas à droite, Schönwetter Maschine im Jahre 2000. En fait, ça veut dire la machine à faire le beau temps dans l'an 2000. Donc on a vraiment cette idée que un siècle plus tard, on serait capable de choisir le temps qu'il allait faire durant le jour. Vous voyez qu'on est bien loin de ça et qu'on a des problèmes surtout de climat. Donc, au fait, il y a beaucoup de mythes et de valeurs qui en résultent, comme je sais pas, la liberté, la transcendance, l'autodétermination, qui sont dès lors contredites par ces principes, ces éléments, notre rapport au monde, enfin, par comment dire par les faits anthropocènes qui viennent questionner ces perspectives tant spatiales que temporelles qui font notre rapport au monde. Alors, je veux dire, là, j'ai fait un peu de théorie, un peu à grande vitesse, mais en même temps, on peut passer à des choses plus pratiques et se poser une question qui concerne directement les musées. Et moi, je me la suis posée pour le mien, et avec cet objet. Et là, j'ai une poule, et je me dis, bah tiens, cette poule, est-ce qu'elle est nature ou culture? Parce que dans la dichotomie, le X, c'est en anglais, mais en logique, parce que XOR, ça veut dire elle est l'un ou l'autre, exclusivement. Donc, on peut se poser la question, cette poule, est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce qu'elle est culturelle? Autrement dit, est-ce que je la mets dans un musée de sciences naturelles ou est-ce que je la mets dans un musée d'histoire? Mais au fait, c'est un hybride, parce qu'il n'y a pas de poule dans la nature, en fait, hein. C'est un produit de sélection, d'ailleurs, qui a des histoires très, très différentes
au cours du temps, je reviendrai là-dessus. Mais finalement, cet objet, il n'est pas nature culture, ça marche pas du tout. C'est un hybride. Donc c'est un premier exemple. Donc, en l'occurrence, ça c'est une poule d'élevage récente qu'on a laissé, qu'on n'a pas tuée à temps, qu'on a laissé d'ailleurs se développer jusqu'à sa mort naturelle, qui est d'ailleurs advenue très rapidement parce qu'elles sont pas vraiment faites pour vivre ces poules-là. Elles sont juste faites pour engraisser rapidement. Il y a d'autres objets. Par exemple, cet objet, alors ça, je suis très très fier de l'avoir dans mon musée. C'est une espèce de, c'est pas vraiment un minéral, mais on appelle ça de la trinitite. C'est un objet géologique qui s'est formé le 16 juillet 1945 à 5h29 du matin. Donc vous avez l'image en haut à droite. En fait, c'est l'explosion de la première bombe atomique suite au fameux test Trinity, hein, qui était aussi l'objet du film Oppenheimer. Et donc là, on a un objet, d'ailleurs, il y a des études récentes qui ont même montré qu'il y a des quasi-cristaux, enfin des trucs incroyables là-dedans. On a créé un objet hybride parce que c'est du sable qui a fondu sous l'effet de cette première bombe. Un autre exemple géologique, moi j'assiste un peu parce que je suis géologue, je suis allé dans une rivière pas trop loin de mon musée, et puis comme géologue alpin, j'ai ramassé des galets et j'ai reconnu, bon, voilà, je peux reconnaître bon nombre de roches issues de l'érosion du massif alpin, mais en même temps, vous le voyez au centre vers le bas, il y a également des galets de béton. Donc, c'est des galets au même titre que les autres, ils se sont formés par le même processus d'érosion dans la rivière, donc c'est réellement un galet. En revanche, évidemment, il est d'une nature extrêmement différente. Donc on a un objet hybride parce qu'il est clairement géologique, ou en tout cas il a suivi ce processus entre guillemets naturel géologique dans la rivière, alors que son matériau initial, c'est évidemment un matériau artificiel, c'est un artefact qui, bon, évidemment, lui-même reprend des matériaux naturels. Donc ça, c'est ce genre d'objet maintenant que nous mettons en valeur. Vous avez en haut à gauche, alors je suis désolé, c'est en anglais. En plus, je suis désolé pour le Québec parce que on a une version française, mais j'ai pas eu le temps d'avoir la version française ici. Euh, on a des petits livrets sur la collection qui présentent des objets de la collection. On en a quelques-uns qui traitent de ces objets anthropocènes, en particulier ici de ces galets. On a également un autre de ces livrets qui a été consacré à un objet, à une série d'objets comment dire, symboliques de notre collection de l'Anthropocène, et donc qui font partie de notre collection Anthropocène. On a toute une série de trophées de cerf. Donc ici, j'en ai représenté qu'un. En haut à droite, tout à droite, on l'avait prêté d'ailleurs au musée des Confluences pour une exposition sur l'Anthropocène. Ces objets c'est très intéressant parce que là, évidemment, il n'a pas un caractère géologique parce qu'à la différence des galets précédemment qui peuvent aller se sédimenter et durer des milliards d'années et donc marquer notre temps du point de vue stratigraphique. Là, on a un objet qui va évidemment disparaître, qui ne va pas se fossiliser. Mais enfin, ils sont très intéressants. On les a dans le musée. Et moi, j'aime beaucoup, des fois, quand je suis dans le musée, dire aux gens, bah voilà, pour vous, il est naturel ou il est culturel? Et puis, c'est vrai que c'est pas le trophée de cerf classique qu'on présente dans le musée des sciences naturelles pour représenter l'animal tel qu'il est, objectivement, je dirais. Là, on a des cerfs qui sont tous morts parce qu'ils avaient des filets, des barrières dans leur bois. Et donc, d'une part, ça rappelle l'enjeu de la gestion territoriale, qui est une des causes principales de la chute de la biodiversité. Mais au point de vue symbolique, on voit qu'on a des objets qu'on ne peut pas vraiment classer en nature et culture. Alors, si ça vous intéresse, ce thème, il y a tout un travail qui a été fait au Muséum de Berlin, en collaboration avec Paris, sur ces objets-là, avec une publication. Enfin, il y a une série de workshops. Moi, j'avais été invité à un de ces workshops. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cet article qui reprend des enjeux d'objets de ce type. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques exemples pour terminer, avant de conclure, de projets qu'on a menés. Donc, d'abord, récemment, avec le Center for Post-Natural History de Pittsburgh, qui est un petit centre qui traite des questions d'objets modifiés génétiquement ou modifiés intentionnellement par l'humain. J'ai pas le temps de développer, mais c'est super intéressant parce que c'est un centre qui a été créé par des gens qui viennent du monde de l'art et qui a au départ l'objectif comment dire, de lever le voile sur des animaux dont ne parlent pas les musées de sciences naturelles. Et donc, voilà, donc on a fait cette exposition avec pour objectif de présenter au public des objets tout à fait
du quotidien, on va dire, enfin des animaux ou des plantes du quotidien, mais qui ont toute la caractéristique d'avoir été domestiqués ou modifiés génétiquement, etc. Et donc n'être pas purement naturels, contrairement à ce qu'on pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'exposition, on présentait les raisons pour lesquelles on a fait des sélections naturelles, etc. Donc au premier étage, c'est toutes les trois images du bas à droite, c'est que dans un premier temps, dans les premières domestications des poules, les raisons, c'était pour faire c'était des raisons de prestige, c'était pour avoir des plumes, c'était pour faire des combats. Et ce n'est que plus récemment qu'on a vraiment développé des poules pour se nourrir. C'est celle que je vous ai déjà montrée précédemment et qui se retrouve qui se trouve à gauche de l'image. Alors, je voulais quand même juste aussi rappeler une chose importante, je ne vais pas le développer ici, mais l'Anthropocène ne vient pas de nulle part. Il vient d'un paradigme qui domine la production des connaissances de la deuxième partie du XXe siècle, qui est le paradigme systémique. C'est-à-dire qu'on va commencer on va prendre conscience des limites des approches disciplinaires et réductionnistes. Et au départ, c'est surtout lié à des sciences de l'ingénieur et des projets d'ailleurs de l'armée qui avaient comme objectif de mieux comprendre l'atmosphère et les océans. Et donc, ça va même donner assez rapidement naissance à la tectonique des plaques en géologie, qui va vraiment lier beaucoup de disciplines des sciences de la Terre et à la climatologie moderne. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est aussi l'Anthropocène naît de ce paradigme-là. Et donc, les gens de cette communauté des Earth System Sciences, c'est un article que je vous conseille, il est vraiment passionnant, un article d'histoire des sciences donc vont produire alors c'est Paul Crutzen, qui est le prix Nobel, qui va le proposer, mais lui-même il faisait partie de cette communauté, il l'a proposé dans un colloque de cette communauté. Donc il y a l'Anthropocène, il y a aussi le concept de limite planétaire ou la grande accélération. Mais dire aussi que la pensée systémique, elle n'a pas touché que les sciences physiques. On le retrouve aussi dans les sciences humaines et sociales. Je cite simplement la théorie de l'acteur réseau de Calon, Latour, etc. Ou un autre penseur qui se définit comme un paraphilosophe qui s'appelle Edgar Morin, qui a construit d'ailleurs toute sa carrière sur la notion enfin sa carrière, son projet, son œuvre sur la notion de complexité. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce schéma, parce que qui est tiré de l'article que je viens de mentionner, parce que dans ce schéma, c'est la vision la plus récente que cette communauté des systèmes Terre propose du système Terre. Et elle diffère beaucoup des premières versions où il y avait l'humain qui était dans une petite boîte. On voit ici que il y a des limites très floues en ce qui pourrait être la géosphère, la biosphère et l'anthroposphère. Il n'y a pas de limite. Cette fois, on refuse de mettre des limites directes. Et puis, ce qui est surtout, je trouve passionnant, c'est que dans l'anthroposphère, maintenant, on est loin d'une black box, mais on a bien population humaine avec culture, valeurs et des croyances. Donc, vous voyez que ça veut dire que si on veut rendre compte du système Terre, il faut aussi tenir compte de ces dimensions. Alors, il me semble que quel objectif pédagogique on peut viser dans le contexte anthropocène, que ce soit au musée, à l'école ou ailleurs. Alors, habituellement, je suis désolé pour ce schéma qui est en anglais, encore une fois. C'est vrai que je parle à des Québécois, il ne faudrait pas le faire. Mais les objectifs à l'Anthropocène, on peut dire classiquement, on a une transmission de savoir disciplinaire. Alors, si on fait ça par rapport au schéma, ben, on va tirer, chaque discipline va pointer un aspect de cet ensemble, mais enfin, on n'aura jamais une vision globale. Moi, à mon sens, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de viser parce que l'Anthropocène met en jeu les faits anthropocènes mettent en jeu des valeurs, et de viser plutôt et de faire vivre des expériences de détachement de représentation collective, ce que les Allemands appellent Kultur. Et ça, en soi, ça constitue une démarche culturelle qui va toucher l'individu au niveau personnel, individuel, c'est ce qu'on appelle la Bildung, et qui en plus peut renforcer la transmission des savoirs disciplinaires parce qu'elle donne du sens. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a un cercle vertueux, pardon, à viser une approche qui vise justement à d'abord faire vivre en tout cas, et ça me semble un objectif important pour un musée, également de faire vivre ces expériences de détachement culturel et vraiment de questionner ces questions de valeur. Alors, on l'a fait au travers, on a questionné l'enjeu du naturalisme dans l'exposition qui était dont vous avez fait mention en introduction. Et puis c'est vrai, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce papier, il y a un papier de synthèse qui a été fait en 2001 par des chercheuses danoises sur l'Anthropocène dans les musées. C'est vrai qu'on était le premier musée de sciences naturelles à le faire. Ensuite, ça a été d'autres musées s'y sont intéressés. Et puis maintenant, moi, en Suisse, je vois beaucoup de musées qui sont en train de se rénover et qui intègrent cette dimension. Sur la question des valeurs, on a mené un projet très intéressant avec la Haute École pédagogique du Valais. On a créé une exposition itinérante
pour les écoles, et le secondaire 2, post-obligatoire et les écoles professionnelles, qui, in fine, je ne vais pas présenter l'exposition, mais questionner la notion de la maîtrise de la nature. En fait, dès le départ de l'expo, on dit, mais peut-on maîtriser la nature? Et en fait, c'est vraiment le cœur de l'exposition. Donc, notre objectif était évidemment pas d'enseigner, c'était de transmettre ce qu'était l'Anthropocène, mais en revanche, c'était plutôt, au travers des faits anthropocènes, de questionner la maîtrise de la nature. On a aussi un projet, alors ça aussi je ne vais pas non plus le développer, qu'on a mené dans le musée dirigé par l'Université de Genève. Donc là, c'est un projet du Fonds national de la recherche scientifique suisse, euh, d'un jeu numérique qui jouait sur la métaphore, des métaphores de notre relation au monde. Donc c'est un projet qui se joue dans le musée avec des tablettes, qui s'est d'ailleurs du point de vue méthodologique construit sur une méthodologie de design-based research, où on le voit sur l'image en bas à gauche dans la conception, dans un processus itératif, on a mêlé des enseignants, des chercheurs, des informaticiens, des gens du musée pour co-concevoir le jeu. Alors, pour conclure, on peut dire que le rôle des musées au temps de l'Anthropocène, on pourrait se dire, bah, ce serait préparer le citoyen de demain uniquement à s'adapter aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Bon, ça, c'est l'approche classique. Donc, on dit, voilà, on est plus dans la transmission de connaissances. Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller un peu plus loin, parce qu'in fine, ça veut dire remettre en question des valeurs et dans l'objectif de mieux préparer la société de demain, parce que l'Anthropocène, encore une fois, pour moi, c'est un signal qu'on n'a pas les outils culturels pour bien le comprendre et y répondre. Donc, je pense que c'est un rôle important, effectivement, de directement adresser ces questions-là. Et c'est ma dernière slide, puisque j'ai fait partie d'Ecom Define, je suis obligé de la mettre, hein, parce que ça, c'est le côté prosélytisme. Maintenant, on est dans la phase où on doit faire disséminer la définition, alors je suis obligé de la mettre. Mais non, mais c'est une boutade. Mais à la fin, il y a réflexion et partage de connaissances. Donc, bien distinguer que les connaissances, ce sont les faits relatifs à l'Anthropocène, et la réflexion, elle doit porter sur les valeurs. Dans un mouvement qui, dans le fond, évidemment, on peut questionner, puisqu'on on parle de valeurs, on peut questionner l'engagement du musée sur une question de société, donc ça, c'est un petit peu chaud, hein, potentiellement, mais je pense que la neutralité axiologique, elle n'est pas mise en question. On reste dans un principe de scientificité, parce que c'est d'abord les faits qui interrogent les valeurs. Et bien sûr qu'il y a forcément un retour, parce que si on questionne les valeurs de notre cosmologie, in fine, on va aussi questionner euh, ces valeurs qui font également la science, parce on utilise toujours les dichotomies classiques, hein. La science, elle est encore dans même si elle a développé une approche systémique, elle utilise encore ce cadre conceptuel. Mais néanmoins, on va dire que elle a une espèce d'éthique et d'autocritique qui fait que les faits qu'elle produit ont plus d'importance, dans le fond, que les faits alternatifs qui, évidemment, pullulent de nos jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas Kramart, c'est vraiment passionnant. On enchaîne tout de suite avec Bénédicte Ramal. Donc, pour rapidement présenter, donc, Bénédicte Ramal est chargée de cours à l'École des arts visuels et médiatiques depuis 2017. Elle est lauréate 2024 et d'excellence